Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la mécanique des fluides. Et là, nous allons voir la dynamique des fluides réels. Donc, on avait déjà vu les fluides parfaits. Donc, fluide parfait, on avait dit qu'il n'y avait pas de viscosité et l'écoulement se faisait sans perte d'énergie ou bien perte de charge. Alors que pour les fluides réels, on aura une certaine viscosité et l'écoulement se fera avec une perte de charge. Maintenant, dans le cas d'un fluide réel, on a deux types d'écoulement. On a ce qu'on appelle un écoulement laminaire et aussi l'écoulement turbulent. Donc, ces deux écoulements, c'est ce que l'on a. Donc, pendant l'écoulement, on aura des couches de fluide. Maintenant, les couches de fluide vont glisser les unes sur les autres. Et pendant ce glissement, il y aura des forces de frottement qui s'opposent au déplacement. Maintenant, puisqu'on a des forces de frottement qui s'opposent au déplacement, par exemple, je peux faire ceci. Donc là, on a les deux couches qui se touchent. Donc là, le déplacement se fait vers la droite. Par exemple, ici, nous avons F, le déplacement du fluide. Et là, de l'autre côté, on aura des forces de frottement qui s'opposent au déplacement. Donc, j'ai fait ceci. Maintenant, dans le cas d'un écoulement laminaire, qu'est-ce qui va se passer? Les couches de fluide glissent les unes sur les autres, mais ne se mélangent pas. Alors que dans l'écoulement turbulent, les couches de fluide glissent les unes sur les autres, mais par contre, les couches vont se mélanger. Donc, c'est la différence entre écoulement laminaire et écoulement turbulent. Maintenant, quand on a la force de frottement F, on a état multiplié par S et multiplié par dV sur dy. Donc, que représente ceci? Cette force F s'exprime en newton. S, c'est la surface de contact des deux couches. Donc, s'exprime en mètres carrés. Donc, ici, nous avons le gradient de vitesse, qui est aussi appelé taux de cisaillement. Regardez la vitesse. On a des mètres par seconde. Ici, on a des mètres. Mètres par seconde divisé par mètre, on aura seconde moins 1. Donc là, c'est ça que l'on obtient. Et maintenant, état représente la viscosité. Donc, pour cette viscosité, on aura des pascals secondes. Pascal multiplié par des secondes. Donc, regardez si on isole état. Donc, état sera égal à F sur S fois dV sur dy. Mais regardez ici, F sur S, une force divisée par une surface nous donne donc la pression. La pression s'exprime en pascal. Donc, au numérateur, on aura des pascals. Au dénominateur, on aura seconde moins 1. Mais si seconde moins 1 passe au numérateur, donc on aura pascal multiplié par des secondes. Donc, cette viscosité s'exprime en pascal seconde. Donc, pascal seconde qui est aussi appelé poiset. Donc, par exemple, ici, 1 pascal seconde est égal à 1 poiset. Donc là, je mets PL, donc pour poiset. Mais aussi, on a une autre unité qu'on appelle poise. Donc, pour le poise, donc là, une unité de poise est égale à 0,1 pascal seconde. Maintenant, on va voir l'écoulement laminaire d'abord. Donc, pour l'écoulement laminaire, on aura ce profil parabolique. Donc, vous voyez ici, on a une conduite cylindrique horizontale. Donc là, nous sommes au centre. Là, j'ai grand R, c'est le rayon de notre conduite. Et ici, j'ai petit r, donc c'est la distance qui sépare ce point, par exemple le centre, et ce point. Maintenant, à tout moment, on peut calculer la vitesse, donc la vitesse de l'écoulement. Maintenant, nous avons l'expression de la vitesse d'écoulement du fluide réel. Donc ici, on a état, c'est la viscosité. Delta P, c'est la différence de pression qu'on a entre ces deux extrémités. Parce que quand on a un fluide réel, la pression qu'on a ici ne sera pas la même que celle qu'on aura à la fin. Ou bien la pression qu'on a ici ne sera pas la même que celle qu'on a donc, à un moment donné. Donc, du coup, delta P, c'est la pression qu'on avait initialement, moins la pression qu'on a à la fin. L représente la longueur de notre conduite. Et R représente le rayon de notre conduite. Et petit r, c'est la distance qui sépare le centre et un point quelconque choisi. Donc là, R peut varier entre 0 et grand R, donc le rayon. Donc nous, on a deux possibilités. Donc là, on va voir.
si R est égal à 0. Donc, pour la vitesse, qu'est-ce qu'on aura? On a 1 sur 4 état multiplié par delta P divisé par delta L. Donc, delta P sur delta L représente la perte de charge par unité de longueur. Et ceci multiplié par R au carré. Donc, l'expression de la vitesse, on a ceci, et cette vitesse, elle est maximale. Donc, autrement dit, on aura une vitesse maximale lorsque nous sommes au centre de la conduite. Mais si R est égal à, par exemple, R est égal à grand R. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on aura 0. Donc, la vitesse sera égale à 0. Donc, je reprends. La vitesse est nulle lorsque nous sommes au niveau des parois. Mais par contre, si nous sommes au centre de la conduite, la vitesse sera maximale. Donc, tout ceci correspond à la vitesse maximale. Bon, je peux donner aussi cette même expression, je peux l'écrire sous une autre forme. Donc, V, R, je vais mettre R carré, donc grand R carré en facteur. Donc, on a 1 sur 4 état fois delta P sur delta L fois R carré. Donc, si je le mets en facteur, c'est comme si j'ai divisé partout par grand R au carré. R carré sur R carré nous donne 1. Et là, on a R carré sur grand R au carré. Donc, autrement dit, tout ceci correspond à la vitesse maximale. Donc là, c'est ce que l'on obtient. Maintenant qu'on a deux vitesses particulières, c'est-à-dire la vitesse qui est nulle au niveau de la paroi et la vitesse qui est maximale au niveau donc, du centre, il est possible de déterminer la vitesse moyenne. Donc, pour trouver la vitesse moyenne, on doit faire la somme Vmax plus 0 divisé par 2. Donc, Vmax plus 0, c'est Vmax, divisé par 2, c'est ça que l'on obtient. Donc, en moyenne, pour trouver la vitesse d'écoulement, on prendra toujours la vitesse maximale divisée par 2. Maintenant, nous allons voir le débit. Donc, le débit, on sait que c'est S multiplié par la vitesse moyenne. Donc, c'est ça que l'on a. Maintenant, pour déterminer cette vitesse moyenne, on sait que là, on a pi multiplié par R au carré. La vitesse moyenne, on a dit que c'est la vitesse maximale divisée par 2. Donc là, je rappelle la vitesse maximale. On a dit que c'est 1 sur 4 pi, 4 états, donc c'est-à-dire la viscosité, multiplié par delta P sur delta L, multiplié par R au carré. Donc, si je veux la vitesse maximale divisée par 2, donc ici, je vais mettre 2 au dénominateur. Donc, je vais faire 2 fois 4 qui donne 8. Donc là, je peux multiplier par 1 sur 4 états, multiplié par delta P sur delta L fois R carré, et je multiplie par 1 demi. Donc, ce 1 demi, c'est pour montrer que j'ai divisé par 2, puisque la vitesse moyenne, c'est la vitesse maximale divisée par 2. Maintenant, qu'est-ce que l'on obtient? Donc, D égale. Donc là, j'ai pi. Ensuite, j'ai R carré fois R carré. J'aurai R puissance 4. Ensuite, j'ai delta P sur delta L. Donc, delta P sur delta L. Et maintenant, j'ai 1 sur 4 états multiplié par 1 demi. Ceci va me donner 1 sur 8 états. Bon, maintenant, je peux l'écrire sous cette forme. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai pi R puissance 4 sur 8 états multiplié par delta P sur delta L. Donc là, on a la formule du débit. Maintenant, si on veut isoler delta P sur delta L, on aura delta P sur delta L est égal à. Donc là, j'ai débit multiplié par 8 fois état. Donc là, j'ai 8 états multiplié par le débit divisé par pi R puissance 4. Donc, cette formule représente la perte de charge par unité de longueur. Donc, cette perte de charge va s'exprimer en pascal, et là, on aura la longueur en mètres. Et ceci correspond à ce qu'on appelle la loi de Poiseuille.
Donc, la loi de Poiseuille, c'est la perte de charge par unité de longueur. Mais autre chose aussi, il faut savoir, pour appliquer la loi de Poiseuille, il nous faut un fluide newtonien. Donc, déjà, il nous faut aussi une conduite horizontale. Et là aussi, il nous faut donc un écoulement laminaire. C'est obligatoire. La loi de Poiseuille ne marche pas pour un écoulement turbulent. Donc là, on a bien delta P sur delta L, multiplié par 8 fois état, la viscosité, multiplié par le débit sur pi fois R à la puissance 4. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Si le débit est multiplié par 2, ce résultat sera multiplié par 2 parce que le débit est au dénominateur. Si R est multiplié par 2, par contre, le résultat sera divisé par 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16. Maintenant, nous allons déterminer le nombre de Reynolds. Avec le nombre de Reynolds, on saura si on a un écoulement laminaire ou bien un écoulement turbulent. Donc, pour cela, on aura RE, c'est le nombre de Reynolds qui n'a pas d'unité. Donc, nous avons ρ, c'est la masse volumique, multiplié par la vitesse moyenne. Donc là, je rappelle, la vitesse moyenne, c'est la vitesse maximale divisée par 2. Et multiplié par D. Ce petit D représente le diamètre de notre conduite et pas donc le débit. Le débit, c'est grand D. Et là, nous avons donc notre viscosité. Maintenant, pour le nombre de Reynolds, bon là, par contre, je vais donner une valeur qui est applicable dans le cours que je donne. Mais par contre, en fonction de vos professeurs, choisissez la valeur que votre professeur va vous donner. Il y a des profs qui vous donnent 2000 pour le nombre de Reynolds, ou bien 2400, et il y a aussi 10 000. Donc, moi, ce que je fais, je regarde si RE est inférieur à 2000, je considère que le régime est laminaire. Donc là, on a un écoulement laminaire. Et si RE est supérieur à 2000, on considère que c'est turbulent. Bon, il y a des profs qui vous donnent, au lieu de 2000, ils vous donnent 2400. D'autres qui vous disent, si c'est inférieur à 2400, c'est laminaire. Mais par contre, pour que ce soit turbulent, il faut que ce soit supérieur à 10 000. Donc, pour cette partie, moi, je vous conseille de prendre ce que votre professeur vous donne comme référence. Mais par contre, la formule ne change pas. Et là, c'est ce qu'il fallait retenir pour ce cours.